Bonjour, bonsoir chers compatriotes, vous êtes bien branchés sur www.tchangou.com, la web TV, la culture de l'excellence, Télé Tchangou tout simplement. Je suis Fabien Var, Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mdedi, Miamia Kongu, Ngunga Kuputu. Alors, je reçois aujourd'hui pour vous le docteur Jean-Jacques Mbungani. Il est donc représentant, que dis-je, secrétaire national aux relations extérieures du MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, médecin également de son état. Mais ici, il ne s'agit pas de médecine. En tout cas, nous allons parler essentiellement de politique. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, Fabien. Alors, à la une, disons, en ce qui concerne le MLC, c'est bien entendu le procès Jean-Pierre Bemba Gombo, encore à la barre. Après le verdict dans l'affaire principale, nous allons en parler, il a été condamné, et puis le procureur a requis 25 ans minimum de servitude pénale. Là, il est encore à la barre pour l'affaire des subornations de témoins. Est-ce que vous êtes encore confiant ou bien vous restez ébranlé par ce qui s'est passé dans l'affaire principale? Confiant, Fabien, je dirais d'emblée que oui. D'abord, j'aimerais, au nom du Mouvement de libération du Congo, remercier Télé Tchangou pour l'invitation de ce jour, parce que c'est important de donner la voix à des acteurs politiques pour s'exprimer. Parce que les nombreux auditeurs et téléspectateurs de Télé Tchangou, qu'est-ce qu'ils veulent finalement? C'est de savoir l'information à la source, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous voulons. Voilà, cet exercice que nous allons nous y atteler à deux permettra aux Congolais de connaître réellement la vérité. Effectivement, au niveau du MXC, nous sommes très confiants, parce que Jean-Pierre Bemba, sa culpabilité a été retenue le 21 mars de cette année à La Haye, tel que vous avez tous suivi, lors d'une décision de la CPI, mais très vite, l'intention de l'appel a été introduite, mais j'aimerais d'emblée dire que vraiment apaisantir les Congolais. Les gens s'affolent par rapport au nombre d'années qui sont citées dans la presse. Le bureau du procureur, c'est son droit, a demandé au juge un minimum de 25 années de prison pour Jean-Pierre Bemba. Mais vous avez suivi de l'autre côté le conseil de Jean-Pierre Bemba, représenté par Maître Peter Han, qui a demandé avec démonstration au niveau des juges pour que Jean-Pierre Bemba ait une peine raisonnable, c'est-à-dire une peine qui est la même des années qu'il vient de passer en prison, c'est-à-dire 8 ans de détention préventive. Mais docteur, l'expérience a démontré que la Cour n'écoute pas la défense. Voilà, on a constaté, on était surpris déjà qu'il soit déclaré coupable. Pour des gens qui ont suivi le procès, moi j'en fais partie, on se disait, à la limite, voilà, ça ne serait pas... Bon, même si on le reconnaissait coupable, mais ce n'était pas à ce niveau-là. Non, mais là, ils ont retenu vraiment... C'est comme si le procès n'a pas existé. C'est comme si la défense n'a pas existé. Non, tout à fait. La défense a fait son travail depuis 8 ans. C'est-à-dire la Cour a retenu la culpabilité de Jean-Pierre Bemba et maintenant, il faut fixer ce qu'on appelle le taux de la peine. C'est important. Le procureur demande 25 ans. Ses avocats requièrent une peine égale aux années qu'il a passées en prison, donc 8 ans. Et je vous rappelle que dans le procès de Germain Katanga, le procureur avait demandé 30 ans. Finalement, il a eu une douzaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré l'effort que Germain Katanga a fourni pour établir la paix en Ituri. Donc, il y a des circonstances, mais c'était au jugement en appel. Mais à entendre le verdict, ce n'est pas le cas pour Jean-Pierre Bemba, parce que là, c'est comme si on le chargeait réellement. Non, c'est-à-dire que pour Jean-Pierre Bemba, il est important de rappeler aux auditeurs que jamais Jean-Pierre Bemba a été lui-même à la commission de crime. On le sanctionne pour n'avoir pas pris suffisamment tôt et de rappeler les troupes en RCA qui commettaient des exactions d'octobre 2002 à mars 2003. Mais maintenant, malgré qu'on a retenu ça, on met ça à sa responsabilité, il faudrait quand même prendre tout ce qui a été dit par l'équipe de la défense. Jean-Pierre Bemba ne devrait pas passer autant d'années. Nous espérons que les juges considéreront ce qu'on appelle la jurisprudence du TPI Yougoslavie, parce que pour des faits similaires, c'est-à-dire des charges similaires à celles qu'on reproche à Jean-Pierre Bemba, on a vu que la TPI, le tribunal pénal international pour Yougoslavie, a rendu des peines allant entre 8 à 10 ans. Et si on considère l'effort que Jean-Pierre Bemba a fait pour rétablir la paix
dans l'ancienne province de l'Équateur et a fourni plus de 20 000 hommes dans l'armée nationale congolaise. Donc c'est une contribution pour la paix. Nous espérons que tous ces efforts seront considérés par les juges pour une réduction de peine. Et à votre avis, quelle pourrait être l'incidence de la seconde affaire dans l'affaire principale en ce qui concerne... Voilà, donc oui, très très bien, M. Fabien. La deuxième affaire, dite de subornation de témoins, c'est une deuxième affaire qu'on reproche à Jean-Pierre Bemba et à 4 co-accusés d'avoir... Dont son avocat principal. Dont Maître Aimé Kilolo, avocat principal de l'époque, Fidek Babala, un de ses proches collaborateurs, Jean-Jacques Mangenda, avocat dans le premier dossier, effectivement, et un témoin dénommé Narcisse Arido. On leur reproche d'avoir fait obstruction au bon déroulement de l'administration de la CPI, c'est-à-dire d'avoir suborné, d'avoir proposé de l'argent à des témoins. C'est que eux récusent avec force. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu les plaidoiries finales. Donc le 31 mai et le 1er juin, les avocats des 5 inculpés se sont présentés pour dire non par rapport à ces accusations. Nous espérons qu'on aura une bonne suite. Le 31 mai, Maître Aimé Kilolo s'est défendu lui-même. Il a clamé son innocence. Il a prouvé que les fonds qu'il a gérés étaient des fonds destinés simplement au déplacement des témoins, au logement des témoins. Il était nullement question de suborner qui que ce soit. Fidek Babala également a pris la parole le 1er juin. Il a démontré à la Cour, d'abord, il a rappelé les conditions exécrables de son arrestation. Il a été arrêté manu militari un peu avant 5 heures du matin dans des conditions inacceptables, sans connaissance de son mandat d'arrêt. Ce n'est que le lendemain, il a été brutalisé, torse nu, menotté, qu'il apprendrait qu'il avait un mandat d'arrêt de la CPI. Également, pour des faits mineurs, donc tel que ça a été évoqué, il y a eu un avion destiné pour le ramener menotté à la CPI. Il a rappelé tout ça pour dire que ce n'était pas normal, parce que la CPI est en collaboration avec les États partis. Le même mandat d'arrêt qui a permis à l'arrestation de Fidek Babala s'était fait avec beaucoup de brutalité, alors que Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda et Narcisse Arido, qui eux ont été arrêtés ici pour Aimé Kilolo en Belgique, Mangenda en Hollande, Arido à Paris, ils ont eu à faire valoir tous leurs droits par rapport à cette arrestation avant d'arriver calmement à la CPI. Donc, il y a quand même, de la part de la Cour pénale internationale, quelques irrégularités qui devraient considérer dans le jugement qu'ils rendront pour ces 5... Est-ce que vous avez une idée de quand ce jugement pourra être rendu? Dans quelques mois, parce que par expérience, on voit que la Cour prend quelques mois pour rendre, ça peut aller de 3 à 6 mois. Dans le cas de Jean-Pierre Bemba, c'était le plus long parce qu'ils ont pris 1 an et demi quasiment pour rendre le verdict dans le cas de l'affaire principale. Nous espérons que cette fois-ci, la Cour fera un effort pour rendre un avis assez rapidement. Et en ce qui concerne la fixation de la peine, vous avez une échéance La fixation de la peine, ça va aller plus vite. La jurisprudence de Germain Katanga et de Thomas Lubanga donne 2-3 semaines. Nous disons si dans moins d'un mois, on a le taux de la peine, ça serait une satisfaction pour tout le monde. Donc d'ici pratiquement fin juin, on devrait savoir à combien d'années Jean-Pierre Bemba est condamné. Absolument. Et il aura la possibilité de faire appel de cette condamnation, ou bien si la peine est prononcée, c'est fini, on ne fait plus rien? Non, il a la possibilité. Je vous ai dit qu'il a déjà introduit l'intention de l'appel par rapport à la peine qui est, au verdict qui a été donné le 21 mars, mais il a introduit un appel déjà. Il conteste déjà le principe de la culpabilité. Il est obligé, parce qu'on avait un mois pour faire appel dès lors que le verdict est tombé. Parce que si on ne fait pas appel dans le mois, il y a ce qu'on appelle le principe de la chose jugée, c'est moulé, on ne sait plus revenir en arrière, donc l'appel a déjà été introduit. Le principe de l'appel, maintenant, le fond sera discuté, parce que dès lors que Jean-Pierre Bemba et ses avocats ont introduit l'appel, la CPI a désigné 5 juges, qui sont des juges beaucoup plus outillés, qui vont prendre l'affaire, qui vont étudier le dossier, et dans les mois à venir, les parties seront convoquées pour être entendues. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Je vous rappelle que je suis avec Dr Jean-Jacques Mbungani. Il est donc le secrétaire chargé de relations extérieures du MLC. MLC, un parti qui fait partie de l'opposition congolaise, qui était également
partie prenante en ce qui concerne la manifestation du 26 mai. Et là, apparemment, on a fait parler de, disons, c'est quelqu'un de chez vous, votre secrétaire général, qui est donc Madame Bazaïba, qui a fait parler d'elle avec sa fameuse blessure. S'agit-il réellement d'une balle à bout portant? Non, d'abord, il faut rappeler que le 26 mai était un grand jour pour le peuple congolais parce que l'opposition, avec en tête la dynamique de l'opposition, avait toutes les autorisations pour manifester. Nous manifestions pourquoi? Nous contestons par rapport à ce qui se passe au Nord Kivu, à l'Est de la République. Le drame que nos frères, nos sœurs de Béni vivent au quotidien. En train de vivre. Et des femmes, des enfants égorgés, assassinés d'une manière brutale, les Congolais, qui que ce soit, et surtout les représentants des partis politiques, ne pouvaient passer cela sous silence. C'est pour ça que la dynamique de l'opposition, avec le MLC en tête, a pris le devant pour aller manifester. Et également, nous manifestions également pour rappeler au régime actuel le respect des délais constitutionnels. C'est lors d'une manifestation autorisée dont l'itinéraire était connu d'avance, parce que Mme Bazaïba a été heurtée dans l'itinéraire prévu par la police, que les forces de l'ordre se sont interposées. Et de manière arbitraire, il y a eu des bombes lacrymogènes qui ont été lancées et des balles réelles qui ont été tirées. Et nous avons vu notre secrétaire général, Mme Bazaïba, blessée par un éclat, par une balle. D'une balle. Moi, je dirais que ce sont les effets collatéraux d'une barbarie policière. Cette dame, députée de son État, devant les militants de l'opposition, se fait ainsi agresser. C'est quelque chose qu'il faut reprocher. Et je pense, je salue au passage tous les partis politiques de l'opposition qui sont venus rendre visite à Mme Bazaïba pour... On a vu Vital Kamere venir lui rendre visite. Et c'est quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas rester sur c'était une balle, c'était pas une balle. C'est plutôt par rapport à l'acte qui a été commis qui est inadmissible. Mais alors, après, Mme Bazaïba a tenu un discours où il appelle d'ailleurs à ce que la population puisse ne pas permettre à ce que Kabila puisse arriver au terme de son mandat parce qu'il a démontré qu'il était, où le Congo était un État voyou. Tout le monde a suivi, mais voilà, quelque chose qui a rebuté les jeunes du PPRD, qui, semble-t-il, ont tenté une action appelant le procureur à se saisir de cette histoire-là pour offense au chef de l'État, quand on sait que Bertrand Ewanga a connu la prison pour ça, absolument. Et peut-être aussi Martin Moukonkole, je ne sais pas si c'est Martin qui s'appelle, a aussi connu la prison pour offense au chef de l'État. Est-ce que ça ne vous fait pas peur au niveau du MLC? Non, pas du tout, parce que nous sommes dans notre bon droit. Madame Bazaïba a été heurtée lors d'une manifestation autorisée. Elle a failli perdre sa vie. Alors, et Wanga aussi, c'était une manifestation autorisée. Nous sommes de cœur avec ce qui était arrivé au secrétaire général de l'UNC Wanga. Nous sommes avec l'UNC dans le cadre de la dynamique. Nous rappelons que toutes ces tentatives que nous appelons des tentatives d'intimidation finalement. Vous savez, quand quelqu'un est dans son tort, il essaye de vous faire peur en prétextant porter plainte. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout de leur logique. Le MLC est organisé, Mme Bazaïba également, et la communauté internationale est avec nous. Vous verrez que ce n'est pas ça qui va faire reculer le MLC par rapport à ce qu'eux veulent faire. C'est plutôt grave quand on vient heurter les opposants qui manifestent pour Béni, qui manifestent contre les tripatouillages de la Constitution, mais vous voyez le parti de la majorité demander autorisation pour manifester en faveur de l'anniversaire du chef de l'État. Mais quelle honte! Quelle honte vous avez dit. Alors, je pense voilà, que donc pendant cette question n'a pas besoin d'être... Vous avez manifesté pour Béni. D'ailleurs, ici à Bruxelles, une manifestation est également annoncée pour le 4 juin, donc demain. Ouais. Vous serez de la partie? Effectivement. On a vu que vous étiez parmi les organisateurs. Le Congo est organisateur de cette manifestation avec d'autres partis politiques, d'autres mouvements, la société civile également, et des jeunes que je salue au passage. Vous voyez, il y a des jeunes... Donc c'est votre manière de fêter l'anniversaire de Joseph Kabila alors? Non, pas du tout. Nous manifestons pour Béni, pour le respect de la Constitution, pour le respect de l'ordre dans notre pays. C'est différent avec ceux qui vont manifester en l'honneur d'une personne alors qu'il y a plus de 80 millions de Congolais qui sont
dans le désarroi, dans le malheur, sans électricité, sans avoir accès à l'eau potable, avec des routes, d'ailleurs, il faut en parler, des routes qui ont fait beaucoup de bruit, mais qui sont maintenant dans un état inadmissible. Si vous parlez d'un état voyou, je pense que celui qui dirige le Congo peut se donner un titre par rapport à ça. Voilà, je rappelle que donc c'est Dr Mbungani et tout ce que se dit dans cette émission n'engage que l'auteur, bien entendu. Alors, vous avez parlé de manifester contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt-là, justement, c'est par rapport à l'élection présidentielle qui n'est pas organisée, si elle n'est pas organisée dans les délais. On parle de plus en plus du dialogue. Vous avez dit que vous faites partie de la dynamique. Vous êtes donc contre le dialogue. L'UDPS est pro-dialogue. Et il y a un conclave qui est organisé à Bruxelles pour justement voir s'il y a moyen de pouvoir arrondir les angles, rapprocher les points de vue. Et patatras, le MLC et la dynamique dit niet. Est-ce que vous avez des raisons valables? Ce qui se passera à Bruxelles du 7 au 9 juin, nous appelons ça la table ronde de Bruxelles. Les organisateurs, c'est leur droit. C'est un conclave des forces de l'opposition. Ils ont le droit, on est tous congolais, les forces politiques de notre nation ont le droit de se rencontrer si elles désirent se mettre en musique leur façon de voir les choses. La dynamique de l'opposition, depuis le début, a toujours dit que le dialogue avec Joseph Kabila, dans le timing de Joseph Kabila, avec le terme de référence de la majorité, ne nous intéressait pas. Ce dialogue est inopportun. En ce moment, nous revendiquons la tenue des élections dans les délais. Donc vous ne pourriez pas venir à Bruxelles, autour de Tshisekedi, parler de dialogue? Non, nous... Comme on le dit à Kinshasa, ça serait une façon de se dédire. La dynamique n'est pas partie prenante à ce conclave. Mais pourtant, on aurait souhaité vous retrouver avec les autres pour créer justement une unité afin de pouvoir lutter... Non, mais nous avons d'autres espaces de rencontre. Le G7, l'UDPS a beaucoup de contacts avec les partis de la dynamique. D'ailleurs, nous, le MLC, on a rencontré l'UDPS récemment, on a échangé. Ils sont même venus au siège du MLC. Vous avez vu que le 26 mars, les jeunes de l'UDPS sont venus manifester avec la dynamique. Nous avons justement, des contacts. est-ce qu'avec les refus de la dynamique de venir à Bruxelles, vous ne pensez pas que vous avez créé là un précédent qui ferait que les autres ne viennent pas dans ce que vous organisez? Non, pas du tout. Parce que là, il s'agit de s'asseoir pour mettre en place une stratégie commune pour aller au dialogue, or que nous ne voulons pas aller au dialogue. Donc ça ne nous intéresse pas. Mais dans les mémos, comment dire, les anomalies qui ont été relevées par les gens de la dynamique, c'est comme si on a plus insisté sur l'opacité en ce qui concerne le financement de ces travaux. C'est aussi une raison pour laquelle... C'est une des raisons qu'on a évoquées simplement parce que quand on invite une centaine de personnes, la presse, il est tout à fait normal qu'on sache qui est l'organisateur. Jusqu'à présent... Nous savons que c'est le président Étienne Tshisekedi qui a invité toutes ces personnes. Et vous pensez que Tshisekedi n'a pas les moyens de pouvoir inviter tout ce monde-là? Je pense que le débat ne se situe pas à ce niveau. Le débat, pour nous, c'est plutôt un débat par rapport au dialogue. La dynamique n'est pas partie prenante à un dialogue. S'asseoir à Bruxelles avec des amis pour mettre en place un arrangement par rapport au dialogue qu'on aurait avec Kabila ne nous intéresse pas. Mais comment voulez-vous qu'on vous croie? Parce que quand la dynamique fait son mémo, il dit ou elle dit que, ben voilà, entre autres raisons qui ont fait que la dynamique ne vienne pas, c'est que le cahier des charges n'est pas connu. Mais bien évidemment... Attendez, l'objet n'est pas connu. Voilà, donc maintenant vous parlez du dialogue, c'est-à-dire que l'objet était connu alors dans ce cas-là. Non, l'invitation, mais il y a quand même les dessus de table. Nous sommes conscients que ceux qui veulent se rencontrer veulent mettre en place plusieurs stratégies. Effectivement, les élections, la transition, le dialogue, et tout ça, même pour aller en transition. Aujourd'hui, il y a une réalité, il y a l'opposition d'une part, il y a la majorité de l'autre côté. Donc il faut que eux, dans leur logique, ils doivent s'asseoir autour d'une table. Mais nous ne voulons pas donner l'occasion à Joseph Kabila d'avoir un glissement quasi constitutionnel. Mais c'est ça que les amis veulent faire. Et nous disons non, nous n'allons pas à ce dialogue, nous n'irons pas à ce conclave parce que ça nous emmènera dans ce que nous avons décrié. Ne demandez pas à la dynamique de se dédire.
Et donc, finalement, si on vous comprend très bien, ça c'est peut-être du point de vue du MLC, vous n'êtes pas d'accord, par exemple, à l'idée des UDPS de Tshisekedi, président des transitions. Vous savez, on est un parti qui respecte les textes. Nous nous battons pour qu'il y ait les élections dans les délais, parce que c'est inscrit dans notre Constitution. Nous avons évoqué, je crois que la presse en a fait état, aujourd'hui, si en septembre 2016, les élections ne sont pas convoquées, qu'en novembre 2016, il n'y a pas élection, nous considérons qu'au-delà du 19 décembre 2016, Joseph Kabila n'a plus qualité d'engager notre pays, n'est plus le président en RDC. Et qui sera le président dans ce cas-là? Mais nous constaterons la vacance de pouvoir conformément aux articles de la Constitution à cet État. L'article 75. Mais là aussi, vous divergez avec l'UDPS. L'UDPS pense qu'il faut un compromis politique. L'article 75 est clair. Il y a vacance de pouvoir. La Constitution autorise en ce moment-là au président du Sénat d'assurer dans le prescrit de notre Constitution, d'assurer une transition de maximum 120 jours pour organiser des élections. C'est tout à fait clair. Mais les autres rétorquent que le président du Sénat, c'est un président illégitime, hors mandat. Donc, il n'est pas revêtu de tout le pouvoir. Non, il y a deux concepts dans notre pays qu'il faudrait bien comprendre. Il y a la légitimité et la légalité. On peut perdre la légitimité parce qu'on n'a plus été réélu ou il n'y a plus des élections, mais la continuité de l'État fait que ceux qui sont là continuent. D'ailleurs, les députés provinciaux, malgré qu'ils sont illégitimes, ils continuent à prester. Bon, ce n'est pas ce débat-là qui est le débat du jour. Nous voulons aller vite aux élections pour pouvoir régulariser tous ces retards électoraux qui existent. Donc, à vous entendre parler, vous êtes plutôt pour le schéma, pour schéma dans constitutionnel. Le respect constitutionnel. Donc, pas question de compromis politique, parce que, et puis comme Félix Tshisekedi dit, mettre la Constitution entre parenthèses. Non, vous savez, c'est facile de dire ça. Un compromis politique demande des dispositions transitoires. Alors que nous voulons que la Constitution de notre pays soit respectée. C'est pour ça que nous demandons la tenue des élections dans le délai. Si celui qui en a la responsabilité, parce qu'il y a aussi des articles de la Constitution qui disent que le chef de l'État est garant des institutions et de la bonne marche de toutes les institutions. S'il savait que la CENI n'était pas pourvue d'assez de moyens pour organiser les élections, lui, en qualité de chef d'État, aurait dû prendre des dispositions nécessaires, instruire le gouvernement de manière à ce qu'on a par rapport à la loi de programmation, mettre de côté au minimum comme c'était prévu, 250 millions par an, nous n'aurions pas de problème, on aurait le milliard nécessaire pour organiser les élections. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas vouloir entacher à l'opposition l'erreur qui est de la majorité. Eux-mêmes sont conséquents, ils n'ont pas voulu organiser les élections, mais nous allons avec eux jusqu'à ce qui veut dire au 19 décembre, pas d'élection organisée, plus de Kabila à la tête de notre pays. Donc, nul ne pourra en tout cas se prévaloir de ses propres turpitudes. Voilà. Merci, monsieur Jean-Jacques Mbungani, d'avoir accepté notre invitation. Certainement que je vous aurai dans le cadre d'une autre émission. Nous courons vers une période certainement intense du point de vue politique. Voilà, vous aurez certainement des choses à dire et nous sommes là. Merci également à vous tous en tout cas de nous avoir suivis. Je recevais donc pour vous Dr Jean-Jacques Mbungani. Je rappelle qu'il est le secrétaire national chargé de relations extérieures au sein du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors, je vous retrouve lors d'une prochaine émission en toute vérité. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frères. Ainsi soit-il. Et ce qui est dit, est dit. Suffisamment tôt et de rappeler les troupes en RCA qui commettaient des exactions d'octobre 2002 à mars 2003. Mais maintenant, malgré qu'on a retenu ça, on met ça à sa responsabilité, il faudrait quand même prendre tout ce qui a été dit par l'équipe de la défense. Jean-Pierre Bemba ne devrait pas passer autant d'années. Nous espérons que les juges considéreront ce qu'on appelle la jurisprudence du TPI Yougoslavie, parce que pour des faits similaires, c'est-à-dire des charges similaires à celles qu'on reproche à Jean-Pierre Bemba, on a vu que la TPI, le tribunal pénal international pour Yougoslavie, a rendu des peines allant entre 8 à 10 ans.
Et si on considère l'effort que Jean-Pierre Bemba a fait pour rétablir la paix dans l'ancienne province de l'Équateur et a fourni plus de 20 000 hommes dans l'armée nationale congolaise, donc c'est une contribution pour la paix. Nous espérons que tous ces efforts seront considérés par les juges pour une réduction de peine. Et à votre avis, quelle pourrait être l'incidence de la seconde affaire dans l'affaire principale en ce qui concerne... Voilà, donc oui, très très bien, M. Fabien. La deuxième affaire, dite de subornation de témoins, c'est une deuxième affaire qu'on reproche à Jean-Pierre Bemba et à 4 co-accusés d'avoir... Dont son avocat principal. Dont Maître Aimé Kilolo, avocat principal de l'époque, Fidek Babala, un de ses proches collaborateurs, Jean-Jacques Mangenda, avocat dans le premier dossier, effectivement, et un témoin dénommé Narcisse Arido. On leur reproche d'avoir fait obstruction au bon déroulement de l'administration de la CPI, c'est-à-dire d'avoir suborné, d'avoir proposé de l'argent à des témoins. C'est que eux récusent avec force. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu les plaidoiries finales, donc le 31 mai et le 1er juin, les avocats des 5 inculpés se sont présentés pour dire non par rapport à ces accusations. Nous espérons qu'on aura une bonne suite. Le 31 mai, Maître Aimé Kilolo s'est défendu lui-même, il a clamé son innocence, il a prouvé que les fonds qu'il a gérés étaient des fonds destinés simplement au déplacement des témoins, au logement des témoins. Il était nullement question de suborner qui que ce soit. Fidek Babala également a pris la parole le 1er juin. Il a démontré à la Cour, d'abord, il a rappelé les conditions exécrables de son arrestation. Il a été arrêté manu militari un peu avant 5 heures du matin dans des conditions inacceptables, sans connaissance de son mandat d'arrêt. Ce n'est que le lendemain, il a été brutalisé, torse nu, menotté, qu'il apprendrait qu'il avait un mandat d'arrêt de la CPI. Également, pour des faits mineurs, donc tel que ça a été évoqué, il y a eu un avion destiné pour le ramener menotté à la CPI. Il a rappelé tout ça pour dire que ce n'était pas normal, parce que la CPI est en collaboration avec les États partis. Le même mandat d'arrêt qui a permis à l'arrestation de Fidek Babala s'était fait avec beaucoup de brutalité, alors que Aimé Kilolo, Jean-Jacques Mangenda et Narcisse Arido, qui eux ont été arrêtés ici pour Aimé Kilolo en Belgique, Mangenda en Hollande, Arido à Paris, ils ont eu à faire valoir tous leurs droits par rapport à cette arrestation avant d'arriver calmement à la CPI. Donc, il y a quand même, de la part de la Cour pénale internationale, quelques irrégularités qui devraient considérer dans le jugement qu'ils rendront pour ces 5... Est-ce que vous avez une idée de quand ce jugement pourra être rendu? Dans quelques mois, parce que par expérience, on voit que la Cour prend quelques mois pour rendre, ça peut aller de 3 à 6 mois. Dans le cas de Jean-Pierre Bemba, c'était le plus long parce qu'ils ont pris 1 an et demi quasiment pour rendre le verdict dans le cas de l'affaire principale. Nous espérons que cette fois-ci, la Cour fera un effort pour rendre un avis assez rapidement. Et en ce qui concerne, où il appelle d'ailleurs à ce que la population puisse ne pas permettre à ce que Kabila puisse arriver au terme de son mandat, parce qu'il a démontré qu'il était, où le Congo était un État voyou. Tout le monde a suivi, mais voilà, quelque chose qui a rebuté les jeunes du PPRD, qui, semble-t-il, ont tenté une action appelant le procureur à se saisir de cette histoire-là pour offense au chef de l'État, quand on sait que Bertrand Ewanga a connu la prison pour ça. Absolument. Et peut-être aussi Martin Moukonkole, je ne sais pas si c'est Martin qui s'appelle, a aussi connu la prison pour offense au chef de l'État. Est-ce que ça ne vous fait pas peur au niveau du MLC? Non, pas du tout, parce que nous sommes dans notre bon droit. Madame Bazaïba a été heurtée lors d'une manifestation autorisée. Elle a failli perdre sa vie. Alors, et Wanga aussi, c'était une manifestation autorisée. Nous sommes de cœur avec ce qui était arrivé au secrétaire général de l'UNC Wanga. Nous sommes avec l'UNC dans le cadre de la dynamique. Nous rappelons que toutes ces tentatives que nous appelons des tentatives d'intimidation finalement. Vous savez, quand quelqu'un est dans son tort, il essaye de vous faire peur en prétextant porter plainte. Ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout de leur logique. Le MLC est organisé, Madame Bazaïb également, et la communauté internationale est avec nous. Vous verrez que ce n'est pas ça qui va faire reculer le MLC par rapport à ce qu'eux veulent faire. C'est plutôt grave quand on vient heurter les opposants qui manifestent pour Béni, qui manifestent contre les tripatouillages
passage de la Constitution, mais vous voyez le parti de la majorité demander autorisation pour manifester en faveur de l'anniversaire du chef de l'État. Mais quelle honte! Quelle honte vous avez dit. Alors, je pense voilà, que donc pendant cette question n'a même pas besoin d'être... vous avez manifesté pour Béni. D'ailleurs, ici à Bruxelles, une manifestation est également annoncée pour demain, le 4 juin, donc demain. Ouais. Vous serez de la partie? Effectivement. On a vu que vous étiez parmi les organisateurs. Le Congo est organisateur de cette manifestation avec d'autres partis politiques, d'autres mouvements, la société civile également, et des jeunes que je salue au passage. Vous voyez, il y a des jeunes... Donc c'est votre manière de fêter l'anniversaire de Joseph Kabila alors? Non, pas du tout. Nous manifestons pour Béni, pour le respect de la Constitution, pour le respect de l'ordre dans notre pays. C'est différent avec ceux qui vont manifester en l'honneur d'une personne, alors qu'il y a plus de 80 millions de Congolais qui sont dans le désarroi, dans le malheur, sans électricité, sans avoir accès à l'eau potable, avec des routes, d'ailleurs, il faut en parler, des routes qui ont fait beaucoup de bruit, mais qui sont maintenant dans un état inadmissible. Si vous parlez d'un état voyou, je pense que celui qui dirige le Congo peut se donner un titre par rapport à ça. Voilà, je rappelle que donc c'est Dr Mbungani et tout ce qui se dit dans cette émission n'engage que l'auteur, bien entendu. Alors, vous avez parlé de manifester contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Cet arrêt-là, justement, c'est par rapport à l'élection présidentielle qui n'est pas organisée, si elle n'est pas organisée dans les délais. On parle de plus en plus du dialogue. Vous avez dit que vous faites partie de la dynamique. Vous êtes donc contre le dialogue. L'UDPS est pro-dialogue. Et il y a un conclave qui est organisé à Bruxelles pour justement voir s'il y a moyen de pouvoir arrondir les angles, rapprocher les points de vue. Et patatras, le MLC et la dynamique dit niet. Est-ce que vous avez des raisons valables? Ce qui se passera à Bruxelles du 7 au 9 juin, nous appelons ça la table ronde de Bruxelles. Les organisateurs, c'est leur droit. C'est un conclave des forces de l'opposition. Ils ont le droit, on est tous Congolais, les forces politiques de notre nation ont le droit de se rencontrer si elles désirent se mettre en musique leur façon de voir les choses. La dynamique de l'opposition, depuis le début, a toujours dit que le dialogue avec Joseph Kabila, dans le timing de Joseph Kabila, avec le terme de référence de la majorité, ne nous intéressait pas. Ce dialogue est inopportun. En ce moment, nous revendiquons la tenue des élections dans les délais. Donc vous ne pourriez pas venir à Bruxelles, autour de Tshisekedi, parler de dialogue? Non, comme on le dit à Kinshasa, ça serait une façon de se dédire. La dynamique n'est pas partie prenante à ce conclave. Mais pourtant, on aurait souhaité vous retrouver avec les autres pour créer justement une unité afin de pouvoir lutter... Non, mais nous avons d'autres espaces de rencontre. Le G7, l'UDPS a beaucoup de contacts avec les partis de la dynamique. D'ailleurs, nous, le MLC, on a rencontré l'UDPS récemment, on a échangé. Ils sont même venus au siège du MLC. Vous avez vu que le 26 mars, les jeunes de l'UDPS sont venus manifester avec la dynamique. Nous avons justement, des contacts. Est-ce qu'avec les refus de la dynamique de venir à Bruxelles, vous ne pensez pas que vous avez créé là un précédent qui ferait que les autres ne viennent pas dans ce que vous organisez? Non, pas du tout. Parce que là, il s'agit de s'asseoir pour mettre en place une stratégie commune pour aller au dialogue, or que nous ne voulons pas aller au dialogue. Donc ça ne nous intéresse pas. Mais dans les mémos, comment dire, les anomalies qui ont été relevées par les gens de la dynamique, c'est comme si on a plus à insister sur l'opacité en ce qui concerne le financement de ces travaux. C'est aussi une raison pour laquelle... C'est une des raisons qu'on a évoquées simplement parce que quand on invite une centaine de personnes, la presse, il est tout à fait normal qu'on sache qui est l'organisateur. Jusqu'à présent... Nous savons que c'est le président Étienne Tshisekedi qui a invité toutes ces personnes. Et vous pensez que Tshisekedi n'a pas les moyens de pouvoir inviter tout ce monde-là? Je pense que le débat ne se situe pas à ce niveau. Le débat, pour nous, c'est plutôt un débat par rapport au dialogue. La dynamique n'est pas partie prenante à un dialogue. S'asseoir à Bruxelles avec des amis pour mettre en place un arrangement par rapport au dialogue qu'on aurait avec Kabila ne nous intéresse pas. Mais comment voulez-vous qu'on vous croie? Parce que quand la dynamique fait son mémo,
il dit ou elle dit que, ben voilà, entre autres raisons qui ont fait que la dynamique ne vienne pas, c'est que le cahier des charges n'est pas connu. Mais bien évidemment, attendez, l'objet n'est pas connu. Voilà, donc maintenant vous parlez du dialogue, c'est-à-dire que l'objet était connu alors dans ce cas-là. Non, l'invitation, mais il y a quand même les dessus de table. Nous sommes conscients que ceux qui veulent se rencontrer veulent mettre en place plusieurs stratégies. Effectivement, les élections, la transition, le dialogue, et tout ça, même pour aller en transition. Aujourd'hui, il y a une réalité, il y a l'opposition d'une part, il y a la majorité de l'autre côté. Donc il faut que eux, dans leur logique, ils doivent s'asseoir autour d'une table. Mais nous ne voulons pas donner l'occasion à Joseph Kabila d'avoir un glissement quasi constitutionnel. Mais c'est ça que les amis veulent faire. Et nous disons non, nous n'allons pas à ce dialogue, nous n'irons pas à ce conclave, parce que ça nous emmènera dans ce que nous avons décrié. Ne demandez pas à la dynamique de se dédire. Et donc, finalement, si on vous comprend très bien, ça c'est peut-être du point de vue du MLC, vous n'êtes pas d'accord, par exemple, à l'idée de UDPS de Tshisekedi, président des transitions? Vous savez, on est un parti qui respecte les textes. Nous nous battons pour qu'il y ait les élections dans les délais, parce que c'est inscrit dans notre Constitution. Nous avons évoqué, je crois que la presse en a fait état, aujourd'hui, si en septembre 2016, les élections ne sont pas convoquées, qu'en novembre 2016, il n'y a pas élection, nous considérons qu'au-delà du 19 décembre 2016, Joseph Kabila n'a plus qualité d'engager notre pays, n'est plus le président en RDC. Et qui sera le président dans ce cas-là? Conseil de la fixation de la peine, vous avez une échéance La fixation de la peine, ça va aller plus vite. La jurisprudence de Germain Katanga et de Thomas Lubanga donne 2-3 semaines. Nous disons si dans moins d'un mois, on a le taux de la peine, ça serait une satisfaction pour tout le monde. Donc d'ici pratiquement fin juin, on devrait savoir à combien d'années Jean-Pierre Bemba est condamné. Absolument. Et il aura la possibilité de faire appel de cette condamnation, ou bien si la peine est prononcée, c'est fini, on ne fait plus rien? Non, il a la possibilité. Je vous ai dit qu'il a déjà introduit l'intention de l'appel par rapport à la peine qui est, au verdict qui a été donné le 21 mars. Mais il a introduit un appel déjà. Il conteste déjà le principe de la culpabilité. Il est obligé, parce qu'on avait un mois pour faire appel dès lors que le verdict est tombé. Parce que si on ne fait pas appel dans le mois, il y a ce qu'on appelle le principe de la chose jugée, c'est moulé, on ne sait plus revenir en arrière, donc l'appel a déjà été introduit. Le principe de l'appel, maintenant, le fond sera discuté, parce que dès lors que Jean-Pierre Bemba et ses avocats ont introduit l'appel, la CPI a désigné 5 juges, qui sont des juges beaucoup plus outillés, qui vont prendre l'affaire, qui vont étudier le dossier, et dans les mois à venir, les parties seront convoquées pour être entendues. Mais ça, c'est encore une autre affaire. Je vous rappelle que je suis avec Dr Jean-Jacques Mbungani. Il est donc le secrétaire chargé de relations extérieures du MLC. MLC, un parti qui fait partie de l'opposition congolaise, qui était également partie prenante en ce qui concerne la manifestation du 26 mai. Et là, apparemment, on a fait parler de, disons, c'est quelqu'un de chez vous, votre secrétaire général, qui est donc Madame Bazaïba, qui a fait parler d'elle avec sa fameuse blessure. S'agit-il réellement d'une balle à bout portant? Non, d'abord, il faut rappeler que le 26 mai était un grand jour pour le peuple congolais, parce que l'opposition, avec en tête la dynamique de l'opposition, avait toutes les autorisations pour manifester. Nous manifestions pourquoi? Nous contestons par rapport à ce qui se passe au Nord Kivu, à l'Est de la République. Le drame que nos frères, nos sœurs de Béni vivent au quotidien, en train de vivre. Et des femmes, des enfants égorgés, assassinés d'une manière brutale, les Congolais, qui que ce soit, et surtout les représentants des partis politiques, ne pouvaient passer cela sous silence. C'est pour ça que la dynamique de l'opposition, avec le MLC en tête, a pris le devant pour aller manifester. Et également, nous manifestions également pour rappeler au régime actuel le respect des délais constitutionnels. C'est lors d'une manifestation autorisée dont l'itinéraire était connu d'avance, parce que Mme Bazaïba a été heurtée dans l'itinéraire prévu par la police, que les forces de l'ordre se sont interposées. Et de manière arbitraire, il y a eu des bombes lacrymogènes
qui ont été lancées et des balles réelles qui ont été tirées. Et nous avons vu notre secrétaire général, Mme Bazaïba, blessée par un éclat, par une balle. D'une balle. Moi, je dirais que ce sont les effets collatéraux d'une barbarie policière. Cette dame, députée de son État, devant les militants de l'opposition, se fait ainsi agresser. C'est quelque chose qu'il faut reprocher. Et je pense, je salue au passage tous les partis politiques de l'opposition qui sont venus rendre visite à Mme Bazaïba pour... On a vu Vital Kamere venir lui tant rendre d'autres. visite. Et c'est quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas rester sur c'était une bague, c'était pas une bague. C'est plutôt par rapport à l'acte qui a été commis qui est inadmissible. Mais alors, après, Mme Bazaïba a tenu un discours. Bonjour, bonsoir chers compatriotes, vous êtes bien branchés sur www.tchangou.com, la web TV, la culture de l'excellence, Télé Tchangou tout simplement. Je suis Fabien Var, Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mdedi, Miamia Kongu, Ngunga Kuputu. Alors, je reçois aujourd'hui pour vous le docteur Jean-Jacques Mbungani. Il est donc représentant, que dis-je, secrétaire national aux relations extérieures du MLC, le parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, médecin également de son État. Mais ici, il ne s'agit pas de médecine. En tout cas, nous allons parler essentiellement de politique. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, Fabien. Alors, à la une, disons, en ce qui concerne le MLC, c'est bien entendu le procès Jean-Pierre Bemba Gombo, encore à la barre. Après le verdict dans l'affaire principale, nous allons en parler, il a été condamné, et puis le procureur a requis 25 ans minimum de servitude pénale. Là, il est encore à la barre pour l'affaire des subornations de témoins. Est-ce que vous êtes encore confiant ou bien vous restez ébranlé par ce qui s'est passé dans l'affaire principale? Confiant, Fabien, je dirais d'emblée que oui. D'abord, j'aimerais, au nom du Mouvement de libération du Congo, remercier Télé Tchangou pour l'invitation de ce jour, parce que c'est important de donner la voix à des acteurs politiques pour s'exprimer. Parce que les nombreux auditeurs et téléspectateurs de Télé Tchangou, qu'est-ce qu'ils veulent finalement? C'est de savoir l'information à la source, l'information à la source, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous voulons. Voilà, cet exercice que nous allons nous y atteler à deux permettra aux Congolais de connaître réellement la vérité. Effectivement, au niveau du MXC, nous sommes très confiants parce que Jean-Pierre Bemba, sa culpabilité a été retenue le 21 mars de cette année à La Haye, tel que vous avez tous suivi, lors d'une décision de la CPI, mais très vite, l'intention de l'appel a été introduite, mais j'aimerais d'emblée dire que vraiment apaisantir les Congolais. Les gens s'affolent par rapport au nombre d'années qui sont citées dans la presse. Le bureau du procureur, c'est son droit, a demandé au juge un minimum de 25 années de prison pour Jean-Pierre Bemba. Mais vous avez suivi de l'autre côté le conseil de Jean-Pierre Bemba, représenté par Maître Peter Han, qui a demandé avec démonstration au niveau des juges pour que Jean-Pierre Bemba ait une peine raisonnable, c'est-à-dire une peine qui est la même des années qu'il vient de passer en prison, c'est-à-dire 8 ans de détention préventive. Mais docteur, l'expérience a démontré que la Cour n'écoute pas la défense. Voilà, on a constaté, on était surpris déjà qu'il soit déclaré coupable. Pour des gens qui ont suivi le procès, moi j'en fais partie, on se disait, à la limite, voilà, ça ne serait pas... Bon, même si on le reconnaissait coupable, mais ce n'était pas à ce niveau-là. Non, mais là, ils ont retenu vraiment... C'est comme si le procès n'a pas existé. C'est comme si la défense n'a pas existé. C'est-à-dire... Non, tout à fait. La défense a fait son travail depuis 8 ans. C'est-à-dire la Cour a retenu la culpabilité de Jean-Pierre Bemba et maintenant, il faut fixer ce qu'on appelle le taux de la peine. C'est important. Le procureur demande 25 ans. Ses avocats requièrent une peine égale aux années qu'il a passées en prison, donc 8 ans. Et je vous rappelle que dans le procès de Germain Katanga, le procureur avait demandé 30 ans. Finalement, il a eu une douzaine d'années. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré l'effort que Germain Katanga a fourni pour établir la paix en Ituri. Donc, il y a des circonstances, mais c'était au jugement en appel. Mais entendre le verdict, ce n'est pas le cas pour Jean-Pierre Bemba, parce que là, c'est comme si on le chargeait réellement. Non, c'est-à-dire que pour Jean-Pierre Bemba, il est important de rappeler aux auditeurs que jamais Jean-Pierre Bemba a été lui-même à la commission de crime. On le sanctionne pour n'avoir pas pris